Regarde autour de toi. T'as T'es des à La amis, Réunion, t'as un toit. le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Voilà, je pense que c'est une faculté qu'on a ou qu'on n'a pas de réussir à positiver les choses. Et merci papa, merci maman, parce que je pense que c'est dans mon caractère et, euh, et je pense que ça m'aide à être heureuse, comme ça aide beaucoup de gens aussi qui arrivent à le faire. Je dis un truc à notre assistant. Tintin, tu notes les amis pour l'année prochaine. Il faut que j'ai des amis, parce que c'est dur sans. Sylvaine Cusso, personnage incontournable du trail. Il y avait Chrissy, Lizzie, Mimi, mais nous, on a notre Sissi Cusso national. 94 000 Instalovers. Instalovers, c'est le mot, étant donné la vague d'amour et de popularité qu'elle leur inspire à chaque apparition ou chaque publication. Sissi maîtrise le papier glacé, les réseaux, la positive attitude. Sissi sourire, Sissi tout va bien, Sissi donne le change. Connaît-on vraiment Sylvaine Cusso? Car, comme tous les personnages très médiatiques, c'est surtout ce qu'elle veut nous donner d'elle et ce que l'on peut en percevoir. On la rencontre 3 jours avant sa 4e Diagonale des Fous, sur son île d'adoption, Diagonale des Fous sur laquelle elle a fait 4e, 5e et 9e. Sissi, ce sont 15 ans de course, dont 10 au plus haut niveau. C'est l'égérie d'Iron depuis 10 ans et d'Azix depuis plus de 10 ans. C'est une 4e place sur la CCC en 2014. Ce sont évidemment 7 podiums, dont 3 victoires sur l'Éco-Trail de Paris. L'époque Trail National Tour. Rappelez-vous du Trail National Tour. Sissi termine première 2 fois et deuxième 2 fois. Et puis elle a côtoyé autant les Laurence Klein, Maud Gobert que Katy Scheid ou Courtney Dauwalter. Alors, grand témoin. Est-ce qu'aujourd'hui, cette documentariste de première heure, puisqu'elle a fait Emotion Trail dès 2015, arrive à concilier ou arriverait à concilier, si c'était à refaire, une vision du documentaire compatible avec une pratique, voire une carrière, on va lui poser la question, d'instagrammeuse? Est-ce qu'il y a un choix de vie ou un plafond de verre pour une athlète qui la forcerait à rester salariée ou à s'engager sur des courses relevées, mais parfois moins relevées et plus locales? Simple question de fidélité ou envie de moins s'exposer en termes de rivalité? Et puis Sissi, pourquoi est-ce que tu cours toujours et encore l'Éco-Trail de Paris? Pas de psy, non, Sissi, juste Sissi, en biais. Salut Julien. Salut Sissi, Sylvaine. Sylvaine ou Sissi, c'est comme on veut. Mais Sylvaine. Sissi, ça me va très bien. Ok. Et alors donc, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Sissi, c'est une sportive, mais pas que. Sissi, c'est une amoureuse de la vie, épicurienne, bonne vivante, je pense. Et voilà, elle aime courir, mais elle aime aussi voyager, faire la fête. Les petits chats? Non, pas forcément les petits chats, mais elle n'est pas contre les petits chats, mais voilà, vivre simplement. Ok. Bon, allez, belle définition, on la garde. Sissi, toi qui es toujours de bonne humeur, qu'est-ce qui te gonfle vraiment dans le trail et dans la vie? Alors déjà, Julien, je ne suis pas toujours de bonne humeur. Mais quand je suis de mauvaise humeur, je me mets dans mon petit coin, tu vois. J'aime pas partager ma mauvaise humeur. Je trouve que c'est pas drôle les gens qui partagent leur mauvaise humeur. D'accord. Et voilà, j'aime bien les gens qui sont de bonne humeur de manière générale. Donc voilà, quand je suis de mauvaise humeur, je reste dans mon coin et puis j'attends que ça passe. Et dans le trail, il n'y a vraiment pas un truc qui te gonfle, mais littéralement? Ouais, si, il y a un truc qui me gonfle et j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans la bande AD+, parce qu'on a un petit groupe WhatsApp, on échange. C'est dès qu'il y a des courses, des grosses courses, des événements, c'est mettre les athlètes un peu comme des chevaux de course. On nous met des numéros et on essaie de faire des pronostics, faire des classements avant même que la course ait commencé. Et en fait, on n'a pas forcément envie de ça. On ne sait pas dans quel état d'esprit on est, dans quel état d'esprit sont les coureurs. Et j'aime pas du tout, tu vois, sur des ultras, c'est déjà très dur. Et on fait déjà une course contre soi-même et on nous met les uns contre les autres. Et ça, j'aime pas. Donc ça me gonfle, mais vraiment, vraiment. Et pas plus tard qu'il y a 3 jours, je l'ai exprimé à Blandine Dirondelle et on a eu une petite discussion avec l'équipe. Voilà. Après, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. J'ai conscience aussi que c'est le jeu des dossards, c'est le jeu des grosses courses. Il faut savoir se prêter au jeu, mais ça m'énerve. D'accord. On a oublié, d'ailleurs, tu devais nous dire ce que tu adorais, une chose que tu adorais et que tu détestais. Tu devais y avoir réfléchi, c'était la consigne. Ouais, alors il y a beaucoup de choses, mais il faut que j'en sorte 2. Non, on verra après. Quelque chose que j'adore, les fous rires. Ouais, d'accord. Les fous rires, j'adore. Éclater de rire.
Tu sais, le truc où tu peux pas t'arrêter, t'as mal au ventre tellement tu rigoles. Et comme tu rigoles, ça fait rire les autres. Et du coup, c'est contagieux et du coup, tout le monde se met à rigoler. Un fou rire, j'adore. Un truc que je déteste. La guerre? Non, bah, j'aime pas la guerre, hein, mais c'est pas forcément ce que j'ai retenu. C'est mon réveil le matin. Moi, je suis pas du tout du matin et quand mon réveil il sonne trop tôt, c'est pas là je peux être de très mauvaise humeur. Bon, justement, prenons 10 journées de Sissi. Sissi, donc, avec ses 94 000 Insta-lovers, vu la vague d'amour que tu génères autour de toi, il y a de la Madone et de la Rockstar, on le disait en intro. Sur 10 journées, il y a combien de journées où vraiment Sissi, elle n'est pas cynique, énervée, triste, ou on va faire l'inverse? Il y a combien de journées sur lesquelles Sissi, elle est je vais prendre tout ce que j'avais noté. La tête dans le seau, triste, énervée, coléreuse, cynique. Sur 10 jours. Ah, c'est compliqué parce qu'on est tous pareils, on a nos périodes. Il y a des périodes où ça va super bien, des périodes où on a des coups de mou pour des raisons personnelles, professionnelles ou autres. Donc je peux pas te donner de chiffres parce que ça dépend des moments. Mais ça t'arrive quand même? Bien sûr, ça m'arrive. T'es tellement parfaite. Non, ça m'arrive, oui. Et ce que je te disais juste avant, dans ces moments où ça m'arrive, il suffit de regarder autour de soi et de dire qu'on a quand même de la chance. Enfin, tu sais, quand t'as un toit, des amis, une famille, la santé qui va bien. Pour moi, la santé, j'ai tendance à dire aux gens qui sont souvent en train de se plaindre pour rien. En fait, pour moi, il y a deux choses de graves, la maladie et la mort. Le reste, c'est pas grave. Et voilà, il faut relativiser. Un train en retard, un avion en retard, ouais, c'est chiant, mais c'est pas grave. Tu vois, il y a des trucs dans la vie, c'est pénible, ça nous emmerde, hein, on va dire, mais c'est pas grave. Et du coup, ben ouais, des fois, il y a des petits trucs qui t'embêtent, mais rapidement, je sais pas, j'arrive à trouver les ressources pour me dire, oh, c'est pas grave, quoi. Regarde autour de toi. T'as des à la amis, Réunion, t'as un toit. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Voilà, je pense que c'est une faculté qu'on a ou qu'on n'a pas de réussir à positiver les choses. Et bah merci papa, merci maman, parce que je pense que c'est dans mon caractère et je pense que ça m'aide à être heureuse, comme ça aide beaucoup de gens aussi qui arrivent à le faire. Je dis un truc à notre assistant. Tintin, tu notes les amis pour l'année prochaine. Il faut que j'ai des amis, parce que c'est dur, hein, sans. Justement, est-ce que tu penses que ton image fait que c'est l'émanation de ton caractère de positiver les choses, ou que la vraie force ou le vrai courage, c'est de jamais dire non, ça va pas. Tu sais, ces gens qui ça va, non, ça va. Cette espèce de pudeur ou de vraie pudeur ou de fausse pudeur, il y en a qui vont se dire ça, c'est vraiment du courage. Hein, il montre jamais ses sentiments, il va toujours bien. Quelle force de caractère. Ou est-ce que ce qui est assez masculin d'ailleurs, de s'épancher régulièrement. On est assez fort pour ça. Nous, on a besoin plus. Ouais, alors montrer ses émotions, c'est pas une faiblesse. Je trouve que c'est non, c'est pas une faiblesse et au contraire, c'est une force et c'est beau. De s'exprimer, de pleurer. Moi, je pleure souvent. Je pleure en écoutant la musique, je pleure en regardant des films. Je pleure. On s'est retrouvés. Tu t'es mis à pleurer en me voyant, Julien. Je pleure dans plein de situations. Mais je trouve aussi que le positif attire le positif. Et bah, en fait, les gens qui sont constamment en train de se plaindre, au début, tu as envie de les aider, tu as envie de les coucouner, les aider pour trouver des solutions, pour qu'ils aillent mieux. Et en fait, tu as des gens qui constamment, et au bout d'un moment, ben, c'est contagieux. Et ça déteint sur toi. Donc ces gens-là, tu as tendance un peu à t'en éloigner parce que bah, au bout d'un moment, quand tu peux rien pour ces gens-là, qui t'apportent du négatif, ça tire vers le bas. Et du coup, je me dis, ben, si toi, tu es tout le temps comme ça, au bout d'un moment, les gens, ils sont pas là pour toi. Et je pense que je le fais pas volontairement, mais tu t'en rends vite compte en fait que d'être souriant attire le sourire. Et moi, les gens joyeux, j'ai envie de m'entourer de ces gens-là. Et à l'inverse, ces gens qui sont constamment en train de se plaindre ou dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ok, on a le droit de mal aller, mais à ce moment-là, pose-toi, qu'est-ce qui va pas, trouve des solutions. Tu sais, t'as beaucoup de gens qui se plaignent, mais sans forcément essayer de trouver des moyens d'aller mieux. Et le meilleur exemple, c'est par exemple, je suis à La Réunion et beaucoup, ah, t'as de la chance quand même. Ouais, mais en fait, la chance, je l'ai provoquée
Je suis pas arrivée comme ça, on m'a pas parachuté ici. Et beaucoup de gens ici à La Réunion ont cette même remarque, de se dire oui, autour de moi, on me dit j'ai de la chance. Mais en fait, pour venir ici, il faut tout plaquer. C'est des choix en fait qu'on fait dans la vie. Donc, juste on se prend en main, on se bouge. Pour en arriver là, on est passé parfois par des étapes difficiles. C'est ce qui a été mon cas après une séparation. Ça n'a pas été simple. Voilà, dans ces moments-là, j'avais pas forcément envie de m'étendre sur mon mal-être, même si ça m'est arrivé de le faire auprès de mes proches. Ouais. Mais pas sur les réseaux, tu avais fait juste un post, quoi. Voilà, pour mais c'est tout. parce que je trouve que c'est le genre de truc qui tire vers le bas, en fait, de penser toujours au négatif, au négatif. Il faut juste se retrousser les manches. Il faut se retrousser les manches et se dire, allez hop. Et agir, quoi. Agir, ouais, c'est ça. Exactement. Justement, parlons de la façon dont tu as agi depuis ces années. Grand témoin, je le disais aussi en intro, grand témoin parce que tu as vécu 15 ans d'évolution du trail, mais un petit peu avant aussi, en tant que commercial, c'est-à-dire dans la distribution d'articles qui concernent le running et le trail, mais aussi en tant qu'athlète. Aujourd'hui, j'ai déjà posé cette question à d'autres athlètes. Est-ce que tu penses que les jeunes athlètes aujourd'hui ou aspirants pro placent les étapes dans le bon ordre ou est-ce qu'ils visent d'abord à être pro et après, on verra peut-être, je vais peut-être construire un métier ou quelque chose comme ça. C'était déjà plus dur ou plus facile pour toi que les jeunes, entre guillemets, de 2024 ? Alors moi, c'est particulier parce que ça n'a jamais été un projet pour moi de faire du haut niveau, d'avoir des sponsors, d'être en équipe de France. J'ai jamais eu ces rêves-là, moi. Faire un championnat du monde, ça n'a jamais été du tout dans mes rêves. Ça m'est tombé dessus et j'ai pris ça comme une super opportunité et des choses que je ne pouvais pas refuser parce que c'est des belles choses dans ma vie. Mais moi, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours pratiqué en plaisir, en loisir. Mais pendant ce temps-là, tu construisais une carrière aussi. Oui. Alors après, moi, j'ai fait des études, j'ai fait une école de commerce. T'as bien fait, tu es peut-être bien pleine, quoi. J'ai occupé un premier emploi qui était responsable de recrutement dans une société d'ingénierie informatique pendant quasiment 8 ans. Pour moi, j'étais destinée à travailler dans les ressources humaines, ça me plaisait. Je ne me voyais pas forcément DRH, mais en tout cas, j'avais dans mes plans de carrière, j'aime pas trop dire ça parce que je ne suis pas carriériste, mais c'est des boulots qui me plaisaient et je me suis jamais dit un jour je vais être sportif de haut niveau et je vais aller m'entraîner pour peut-être gagner un championnat de France ou un championnat du monde. Jamais, parce que de un, je pensais pas avoir les capacités pour, et de deux, c'était pas quelque chose qui me faisait forcément rêver à ce moment-là. Après voilà, avec des rencontres, un meilleur entraînement, quelques résultats, j'ai eu des partenariats. Donc c'est le cercle un peu vertueux qui se met en place, je me suis mieux entraînée. J'ai eu envie de mieux m'entraîner pour aussi mes partenaires. Et puis après, voilà, il y a eu la sélection en équipe de France en 2015. Mais je t'avoue que je n'étais pas à l'aise avec cette sélection à l'époque. En toute sincérité, je ne me sentais pas à ma place parce que je ne me sentais pas le niveau des filles qui étaient dans l'équipe. Épreuve qui ne se finit pas très bien, mais que tu termines, comme d'habitude, cabocharde. Ouais, j'ai pris des parts blessées. Ouais, c'est ça. Donc, dans les 20 ou 30, je crois, ou 31e ou 32e, je ne sais plus. 32e. Ouais. 32e, c'est ça. Avec une fissure du tendon fibulaire. Parce qu'un mois avant, je m'étais blessée en Patagonie. Mais même avant ça, si tu veux, quand j'ai appris ma sélection, j'ai été contente, mais surprise et honorée. Non, mais quelque chose, en fait, de ce que tu décris, mais de différent de la construction d'une carrière pro, quoi. Ah oui, non, moi, j'étais pas du tout là-dedans. Donc oui, quelqu'un, un jeune qui dit je trouve ça très beau, hein. Tu vois, nous, on accompagne avec Trail Elite Factory. Exactement, c'est pour ça que je te pose la question, tu es vachement impliqué là-dedans. Carrément, on accompagne des jeunes, mais on leur explique justement, attention, continuez vos études. C'est super d'avoir des projets sportifs et de tout mettre en place pour les atteindre, mais il faut qu'il y ait d'autres choses autour. Vous ne pouvez pas vivre de ça. Tout peut s'écrouler, une blessure, à un moment donné où tu n'as plus envie, manque de motivation. Donc c'est hyper important de garder en fait toute cette vie autour. Ouais. Donc ça, on leur dit. Par contre, c'est chouette de voir des jeunes motivés avec des plans de carrière et je pense que ces jeunes-là réussiront parce qu'ils mettront tout en œuvre pour réussir. Mais c'est hyper important de laisser du temps en fait. Et on ne devient pas sportif pro et de haut niveau comme ça à 18 ans en disant je vais faire ça de ma vie, quoi. Ouais. Et tu penses que l'environnement social est aussi utile à des gens qui maintiennent une activité privée professionnelle
plus sain que de n'avoir que des relations sociales dans l'univers du sport de haut niveau? Tu prends un jeune qui vit, mange, respire, athlète de haut niveau, qui le matin dit à ses confrères, ses collègues ou son réseau d'amis proches ou à ses parents, ouais ça va, fréquence cardiaque à temps, et puis j'ai vraiment matché, mais là je dois avoir 25 heures de récup, ou que c'est pas plus sain aussi d'avoir une... alors j'incite pas forcément à garder une activité pro à moitié, mais est-ce que de ce que tu constates aujourd'hui chez ces jeunes générations, ils arrivent à avoir une tête claire et un esprit sain en vivant vraiment à 100% dans la sphère du haut niveau, en tout cas de la performance? Je pense que ce n'est pas des choses qui se calculent trop, c'est à chacun de suivre son chemin. On n'a pas les mêmes envies, les mêmes orientations en fonction de ce qui nous entoure, le contexte familial, le contexte social du moment, les rencontres que tu fais à ce moment-là. Ce qui est important, c'est de suivre ses envies du moment en écoutant les conseils qu'on nous donne autour. Mais on ne peut pas se permettre de... Moi aussi, ce qui m'agace, c'est les jugements, tu sais, les gens qui se jugent sans arrêt, etc. En fait, on n'est pas dans la tête de cette personne. Peut-être qu'effectivement, elle fait ce choix parce qu'à ce moment-là, elle pense que c'est le bon. Peut-être qu'elle va se rendre compte qu'elle va se tromper. Et à ce moment-là, on retire toujours du positif de nos échecs ou en tout cas de nos mauvais choix. Donc peut-être elle va se réorienter. Évidemment, pour moi, c'est important d'avoir une vie sociale, de sortir avec les copains au restaurant, de boire un petit coup de temps en temps. En tout cas, de ne pas se l'interdire si on a envie de le faire. Après, je ne dis pas qu'il faut boire un petit coup pour être heureux, mais en tout cas, ne pas se mettre trop de restrictions et de contraintes, parce que ça marche qu'un temps et ça va durer un moment, mais quand il y aura trop de frustration, ça va se ressentir. Mais par contre, tu as des jeunes, je pense aujourd'hui, qui le vivent très bien, de mettre en place tout ça. Ils ont besoin de ça, cette rigueur, à ce moment-là. Peut-être qu'avec le temps, ça va changer, mais un jeune avec qui tu discutes et qui dit non mais moi en fait c'est pas de la frustration, je vais pas en boîte, je bois pas d'alcool, Je suis bien avec ça. je me couche tôt. Ouais, et je pense à Xavier Thévenard parce que moi je l'ai beaucoup côtoyé parce qu'on était dans la même équipe à l'époque. On n'avait pas la même vie. Xavier se couche très tôt, il a une vie assez... le plus il est isolé tout seul dans son coin, le mieux il est. Moi, c'est l'inverse. J'aime bien les interactions sociales, j'aime bien sortir, j'aime bien voir des gens. Mais lui, c'est comme ça qu'il est heureux. Donc, comme je le comprends. Je pense qu'on n'est pas tous pareils et il faut juste pas faire les choses pour ressembler à ou pour devenir, mais parce que c'est ce qui nous correspond. Et si c'est ce qui nous correspond, c'est ce qui va nous aider à atteindre finalement la personne qu'on souhaite être, quoi. On parlait de team, ça me paraît inconcevable, et je me pose la question de pourquoi ça me paraît inconcevable que tu ailles ailleurs que chez ASICS. Alors, on sait, ambiance familiale, Cathy, Laurent, mais pourquoi ça nous semble inconcevable, au-delà de l'histoire d'amour ou d'amitié? Ok, l'esprit familial, l'humanité qu'il y a dans ce team, je sais pas, j'en suis pas, mais est-ce que tu n'as jamais pensé à aller ailleurs? Est-ce que tu as été approché pour aller ailleurs? Est-ce que tu nous annonces que tu vas aller ailleurs? Non. Non, il n'y a pas de scoop sur ce sujet-là. C'est vrai? Non, j'ai pas envie, j'ai jamais eu envie. Je trouve qu'un partenariat est de plus en plus beau avec les années qui passent parce que tu connais très bien, la marque connaît très bien l'athlète connaît très bien la marque. Et en fait, ça devient une famille. Et tu n'as pas envie de quitter ta famille, en fait. Ta famille, presque, ça fait partie de toi. Et moi, je trouve que les partenariats deviennent hyper beaux et intéressants au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est pour ça que l'air du temps, là, c'est des collabs, une one-shot sur un produit, tout ça. Moi, j'ai du mal avec ça parce que ça m'arrive d'être approchée par des marques qui me proposent ça. Et voilà, moi, la première chose que je dis, c'est... ça m'arrive surtout de dire non. Ouais, mais souvent, c'est... non, mon discours, c'est voyons au moins sur un partenariat sur une année. Parce que moi, j'ai besoin de parler d'un produit. Il faut que j'adhère au produit. Excuse, il y a un énorme rat derrière, mais c'est pas grave. Il faut que tu adhères au produit. Il faut que j'adhère au produit, il faut que j'adhère à la philosophie de la marque, il faut que j'adhère à l'équipe. Enfin, tu vois, pour moi, c'est un tout. Et je trouve que ça, en quelques mois, tu le cernes pas tout de suite. ASICS, c'est une histoire sur des années. Et aujourd'hui,
c'est des amis, c'est une famille. Non, je ne me vois pas partir ailleurs. Il s'est construit trop de choses. Et puis c'est pareil, quand tout se passe bien, pourquoi aller voir ailleurs? Ouais. Et puis même la distance, j'ai complètement oublié de préciser, je le reprécise, que le décor, c'est pas du plastique, on est à La Réunion. Et oui, si je l'ai précisé, mais bientôt la Diagonale et on est chez la Sarto réunionnaise Sissi Cusso. On doit entendre les petits oiseaux de toute façon. Ouais. Et là, le Gaspard, il me fait de l'œil. Il y avait un chat, mais le chat est en train d'observer le rat. Ah, parce que Julien, il a un peu peur des animaux. Pardon, il a peur des moustiques aussi. Le chat et le rat. As-tu besoin de ta communauté? Parce que Sissi, elle est toujours entourée. Mais est-ce que tu en as besoin? Est-ce que, tiens, le matin, tiens, j'ai plus que 5000... Ouais, non. Bon, très bien, nickel, ça me va bien. Liberté. Ah non, alors besoin, non. Évidemment, heureusement. T'es sûr? Parce que le jour où tout s'arrête, je sais pas, demain, il y a Instagram ou les réseaux disent c'est fini, j'en sais rien. Heureusement que j'ai pas besoin de ça pour vivre et pour être heureuse. C'est un plus et du positif pour plein de choses. Moi, je trouve que c'est un outil fabuleux pour le partage, pour les échanges, pour que ce soit avec des gens que tu connaisses pas, ou ta famille, ou tes amis proches. C'est génial, en fait. Tu arrives à suivre la vie des gens que tu aimes. Et à l'inverse, tu t'abonnes à qui tu veux, en fait. Non, j'en ai pas besoin. Par contre, c'est un outil fabuleux aussi pour les partenaires. Et les partenaires en ont besoin aujourd'hui, complètement, pour mettre en avant leurs athlètes, Oui, professionnellement, mais toi, affectivement. Non, moi, effectivement, j'ai besoin... La vie, ça passe sans communauté aussi. La vie, ça passe par... Moi, j'ai besoin d'interaction sociale et j'ai besoin de mes proches. J'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de ma famille. Et le moindre conflit, voilà, avec la famille, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que mon papa va pas bien. On a perdu mon grand-père et il y a pas mal de tensions dans la famille. Ça m'affecte beaucoup. Ça me touche plus que de perdre 500 personnes sur mon compte Instagram. Quoi. Non, je t'avoue, je regarde pas tous les jours. Non, ça c'est un truc, ça compte pas. C'est du plus, c'est un outil. Pour moi, c'est un outil. Et demain, ça s'arrête. On trouvera d'autres outils où on communiquera différemment. Mais où tu feras sans la vague d'amour. Ouais, c'est ça. Pas longtemps parce plus que. de photos avec des hommes tout nus, quoi. Qui t'arrive. On en parlait il n'y a pas si longtemps parce qu'on disait... Elle rit, mais ça lui arrive. Il y a des gens, parce que pour eux, c'est vraiment un outil indispensable. Ils vont vivre pour ça. C'est-à-dire qu'ils vont aller à tel endroit parce qu'on va pouvoir faire du contenu, etc. Moi, j'ai tendance à dire, je vais profiter d'être là. C'est cool, l'endroit il est parfait pour faire du contenu, tu vois. Alors après, évidemment, tu peux avoir telle marque qui va dire ouais, il faudrait que tu me fasses pour tel produit, donc là tu vas chercher le spot, voilà. Mais vivre que pour ça, je parle de l'affection, de ce que te renvoient les gens. Ça c'est. S'il n'y a plus ça, s'il te reste que tes amis, tes proches. Et si ta communauté... ça reste de l'affection, de la vraie affection, en fait. Ouais. Parce que c'est pareil, via les réseaux, c'est des gens que tu connais pas. Est-ce que c'est sincère? On ne sait pas. Justement, je pose la question de ta personnalité médiatique. Alors moi, je suis très lucide sur tout ça. Et je sais que parfois, c'est pas forcément toujours... Je pense qu'il y a beaucoup de sincérité, attention, mais on n'en est jamais certain. Ouais. Est-ce que c'est pas des gens qui vont faire le même message à 30 personnes? Non, moi j'ai les pieds sur terre et je prends du recul par rapport à ça. Je prends avec beaucoup d'honneur et d'affection certains messages que je peux recevoir et les personnes qui potentiellement se reconnaîtront là-dedans et qui m'écrivent régulièrement, à qui je réponds. C'est des gens presque que je porte dans mon cœur, que je connais pas beaucoup, mais je sais que c'est sincère, tu vois, il y en a. Tu te considères comme coureuse, instagrammeuse, influenceuse? Les trois, plus quelque chose qu'autre chose? Pour moi, quand tu es coureur sponsorisé et donc mis en avant par tes partenaires, quelle que soit ta façon de communiquer et quelle que soit ta communauté, ton nombre d'abonnés,
tu es influenceur. Parce que, regarde Vincent Bouillard. Ouais. Il n'a pas d'abonnés. Et pourtant, il a influencé mais le monde entier en gagnant l'UTMB. C'est vrai que j'invite les gens à aller voir son compte Insta à Vincent Bouillard. En tout cas, il y a 3 semaines, un mois. C'était assez bluffant, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est... j'avais déjà ce discours avant, mais je trouve que c'est un exemple parlant. Dire qu'en fait, c'est pas parce que tu as tant d'abonnés que tu influences les gens de ta communauté, de ton trait, de ta passion, quoi. Donc c'est dissocié et en fait, tu peux être athlète, influenceur, tu peux appeler ça comme tu veux, Instagrammeur. Après, il y a des gens qui se disent Instagrammeur parce qu'ils se disent, voilà, je crée un compte Instagram, mon but est de développer mon compte et je vis pour ça. Oui, je vis. Voilà, alors qu'il y a beaucoup d'athlètes, ils sont athlètes, on leur dit crée ton compte pour les partenaires et puis ça va de pair. Mais ils font pas ça pour ça. Ouais. Si tu veux, ça va. C'était la relation à la solitude que je voulais questionner. Mais je tourne toujours autour de ça. Non, mais moi j'ai une vraie vie, hein. Tu le sais très bien, Julien. De 1 à 10, sur quelle échelle tu places ta solitude? Alors 10, c'est que je suis très seule ou c'est 1 Que tu l'éprouves, oui. Ah non, 0. You got it. Ah non, 0, mais tu sais, je suis en colocation. 0 sentiment de solitude. 0. Non, 0. Et c'est pas grâce au réseau, attention. Non, j'ai la chance de vivre en colocation. On est ici à la maison. Et les gens qui disent... souvent, j'aime bien parler du fait d'être célibataire. Je suis célibataire et c'est un choix. Les gens, tout de suite, à côté de célibataire, c'est « Oh, ma pauvre !» T'as quel âge? C'est triste. Et tout de suite, c'est négatif. Mais non. Ouais. En fait, c'est... Et puis l'âge avançant. Elle est bizarre, cette fille. Ouais, c'est un problème, en fait. T'es célibataire, t'as un problème. Non, en fait, déjà, c'est choisi. Et en fait, vous imaginez pas tout ce qu'on peut faire quand on est célibataire. Et en fait, c'est le meilleur moyen de s'ouvrir aux gens, de s'ouvrir aux choses. Parce que, ouais, voilà, célibataire ne veut pas dire solitude. Bien au contraire. Et ceux qui disent « ouais, mais je suis seule », c'est qu'ils ne s'ouvrent pas ou ils ne cherchent pas. En fait, aujourd'hui, tu peux faire des activités, tu peux... Surtout à La Réunion, en fait. Tu vas prendre un café avec ton ordinateur, tu peux papoter avec le serveur, tu peux faire les connexions facilement, en fait. Et pas forcément via les réseaux. Attention, pour moi, on est sorti des réseaux, on est dans la vraie vie. Ouais. Aujourd'hui, tu peux aller dans un club. Tu peux faire de la course à pied, tu peux faire du trail, tu peux faire de la danse, tu peux faire de la peinture. Enfin, Tu peux te mélanger, quoi. Aujourd'hui, il y a 1000 façons. Tu peux faire des voyages en groupe. Et regarde, les colocations, tu peux en faire à 40 ans aussi. Enfin, donc, faut pas croire que célibataire égale solitude égale tristesse. Et il faut pas croire que pas de réseau égale solitude égale tristesse. Bon. Non, tout va bien. Bah, ça va. Et je pense c'est le aussi mec qui qu'il essaie faut, de te faire dire encore à une tout fois, aller vers les gens et pas toujours attendre que... c'est comme dire « Ah, t'as de la chance, et là, dans son canapé, à attendre, t'as de la chance, t'as une belle vie. » Bah, en fait, faut arrêter d'attendre que les choses, elles te tombent dessus. Et il faut se prendre en main, il faut aller chercher les gens, il faut aller chercher les événements, chercher les projets. Et c'est en ça où je dis, dans la vie, il faut se retrousser les manches, quoi. Prends-toi en main. C'est ton destin. Dernière question, parlons de la Diag quand même. Tu la connais par cœur. Bon, il y a le Maïdo cette année, on descend très bas, on monte au Maïdo et on redescend encore plus bas. Mais les secteurs qui pour toi pourraient faire la différence sur une course super ou bof, et les secteurs que tu vas devoir surveiller concernant ta course. On ne parle pas des chutes, tu maîtrises l'art de la chute, le roulé-boulé, le latéral, la chute arrière, mais voilà, les trucs au bout de 4 diags sur lesquels là, ça pourrait vraiment matcher si je fais ça ou si... Ouais. Alors c'est vrai que c'est une chance d'avoir fait déjà 3 diags et en même temps... tu sais à quoi t'attendre et c'est pas forcément mieux parce que tu peux anticiper les difficultés et tu te dis waouh, là je sais ce qui m'attend. Moi j'appréhende beaucoup la descente du bloc. Et toujours, chaque année tu nous dis la descente du bloc. Ouais. Comme on dirait, c'est pas si pire. C'est pas si pire, mais je sais pas. Moi, tout ce qui est volcan, marabout, bloc, où tu as sans arrêt des cailloux, il faut lever les pieds, tu trébuches. On en parlait tout à l'heure, tu as les barbelés à droite, à gauche. Tu te dis, si je tombe, je perds un doigt. Spéciale dédicace à la descente vers Marabout. Ouais. C'est un single avec des barbelés sur le côté. Tu fais comme ça, non, puis tu passes la nuit. Donc, je me dis déjà, quand je vais passer ça,
il va y avoir un gros ouf, Ouais. tu vois. Voilà, assis là. Donc, t'es vigilante là. Ouais, hyper vigilante. Pour moi, c'est une première course. La deuxième course, ça sera rentrer dans ma fat. Pour moi, là, c'est que du bonheur, mais ça commence à être dur. Donc, la nouveauté, là, ça va être la grande montée de horaire jusqu'en haut du Maïdo. Hein. Pour moi, c'est la nouveauté, c'est l'inconnu. Comment mon corps il va se comporter dans cette longue montée T'aurais pas plutôt envie de te dire, il faut quand même que j'en garde sous le pied pour pas me viander dans la descente qui fait 17 km, pour être vigilante, tu vois. Parce qu'après, t'es à la possession, bon, bah, Cala, n'en parlons pas aussi, c'est un chantier intersidéral. Ouais. Mais non. Non, j'ai arrêté de me dire faut que j'en garde sous le pied, parce qu'on dit toujours ça, et on n'en garde jamais sous le pied, on donne ce qu'on peut en fait. Donc, 3 diags où je me disais, bon, cette année, tu pars tranquille. Allez, premier kilo, 3,55. Deuxième kilo, 4,10. Dans les 35 non, mais premiers... il faudrait vraiment que je parte beaucoup plus tranquille. Et je me dis tout le temps ça, mais j'y arrive pas. Donc j'ai arrêté d'essayer de me dire, gardant sous le pied. Je vais essayer d'être prudente. Mais après, je vais me laisser aller aux sensations, quoi. Après, quand t'es bien, bon, pourquoi se retenir hein, quand t'es bien, faut pas se mettre dans le rouge, attention. Mais dans la montée du Maïdo, si t'es bien, fonce, quoi. On sera déjà à 100, bientôt 130. Bon, ben, autant en profiter, quoi. C'est justement là où je me dis, j'espère que je vais être bien et que je vais pouvoir un peu envoyer. Après, il faut se laisser glisser jusqu'à 100 un peu de sable en plus. Tu tombes dans le sable, tu fais un gros roulé-boulé et... Dernière question sérieuse, tu préfères être admiré, aimé ou respecté? Respecté. Oh bah, évidemment. Sans hésiter. Bon, on passe aux questions en biais. Si tu savais la réponse, pourquoi tu as posé la question? Je voulais un truc... T'espérais que je dise autre chose. Vraiment plus gras, mais j'ai pas Je osé. viens de voir le nom de ta casquette. C'est vrai? Laquelle? Non, oui, c'est vrai, personne ne la remarque. On passe aux questions en biais, rubrique internationale pour éclairer des zones obscures et des recoins obscènes de nos invités via des questions en biais que les Américains nous envient. Si tu devais choisir un défaut obligatoire, tu serais plutôt perverse, sadique, jalouse, kleptomane ou pétomane? Non, on oublie la dernière. Perverse, sadique, jalouse ou kleptomane? Attends, c'est quoi la question? Si tu devais choisir un défaut obligatoire, perverse, sadique, kleptomane, donc kleptomane... Ouais. Ou pétomane, mais ça c'est mon assistant qui me l'a écrit et qui est en train de rire. Perverse, sadique, jalouse ou kleptomane? Jalouse, c'est presque le moins pire, quoi. Ok, ça en dit long sur ta personnalité. Question piège, avec 94 000 amis, est-ce que l'on souffre de potomanie? Jeu de mots, pote. Alors, 94 000, ce ne sont pas tous des amis, attention. Ouais. Tu mélanges un peu beaucoup de choses. Mais quand on a beaucoup d'amis, est-ce qu'on est potomane? Je sais pas ce que ça veut dire, potomane. Et voilà. La potomanie, c'est la maladie de boire trop d'eau. Donc on n'est pas potomane. Ok. Si, plutôt Chrissy, plutôt Mimi, plutôt Lydie. Chrissy, meule, Mimi, Kotka, Lydie, au cœur. Ah Ou plutôt... C'est pas à moi normalement de répondre à ces questions. Tu sais, l'autocritique, ton analyse, elle est compliquée. Hein. Ah non, j'ai pas dit que tu leur psy, ressemblais. Je leur ai dit qui c'est que tu préférais, ou la plus inspiratrice. Ah ouais, elles ont toutes des côtés positifs et toutes des points faibles et des points forts en fait. Ouais. Chrissy, ça date. Hein. Peut-être on suivait pas trop encore l'ultra. Non, ouais, bah t'as qu'à dire Chrissy comme ça. Chrissy, ok. Chrissy Meul, spécial dédicace. Plutôt Riri ou Fifi? Riri. Quelle couleur? Rouge, bleu, vert? Qui est le rouge, qui est le vert? Vert. Ah bah j'ai pas marqué la réponse. Ah, bon voilà. bah tant pis. Plutôt Yui, Dewey ou Louis? Louis? Louis. Donc c'est Loulou, puisque c'est les prénoms américains de Riri, Fifi et Loulou. Ah, et c'est le nom enfin, de mon papy. quelle ville dispose d'une AOP pour sa rillette? Bah la mienne. Pas sûr. Ah ouais? Ah ouais? You know what? Vas-y, tu vas m'apprendre un truc. Ah, c'est à toi de dire la réponse, Si je non? te dis, tu habites à... Non, je vais pas la faire. Elle est vraiment grasse. À quelle distance, à combien de kilomètres de Tours? Tours. Ah, La c'est rillette Tours de Tours. Je crois que Le Mans n'a pas l'AOP. C'est vrai? Ouais, bah évidemment, là, Quelle on va recevoir une vague de tristesse, quelle haters. tristesse. Quoi? Les manceaux? Donc Ok. voilà, Tours. Je vous embrasse quand même les manceaux. Bon, vous savez quoi? Je vous Et les embrasse quand même mancelles. les manceaux, puisqu'en plus,
Ma mamie a vécu là-bas. Ma famille est d'origine de la Sarthe pour une partie. Ivry-l'Évêque, spéciale dédicace à Tata Françoise. Et puis, merci alors. Merci Julien. Qu'est-ce qu'on fait? Rendez-vous au départ de la Diag. Ouais, on se fait ça. On se check Rendez-vous au parce qu'il y a départ le de la Covid Diag. encore. Ouais, c'est vrai. Merci Sissi. Merci Julien. Ciao. Ciao. Ciao.